Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. On se rappelle les mesures prises par le gouvernement depuis la mort de l'étudiant Agui Marsobin Deagwe, alias Général Sorcier, âgé de 49 ans, Master 2, option anglais, membre de la FESI. Quelques-unes de ces mesures. Déjà, l'arrestation de Sie Kambou, secrétaire général de la FESI de l'organisation, et quelques-uns de ses amis. Ensuite, la suspension de toutes les activités syndicales estudiantines sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et enfin, la libération des chambres occupées illégalement. FESI, sommes-nous arrivés à l'étape cruciale de la réforme profonde ou de sa dissolution? On en parle maintenant dans cette émission. Tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est Assalé Tiemboko, député maire de Tiassalé, qui nous accompagne tout au long de cette émission, justement pour parler de cette problématique. Il sera évidemment accompagné d'Herman Aboua. Bonsoir Herman. Bonsoir Christelle. Élisée, bonsoir. Merci d'être là. Marius Komoé. Oui, bonsoir Christelle. Je profite pour saluer notre féru qui nous suit très souvent, Kwame David Dibi. Très bien. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Honorable, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. La situation donc qui se passe au niveau de la FESI a attiré votre attention depuis Dakar. Vous avez donc donné votre point de vue. Justement, nous sommes là ce soir avec vous pour en savoir davantage et surtout avoir votre regard de la situation in fine. Déjà, réaction sur les événements qui se sont déroulés dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réaction devant un tel drame? C'est d'être profondément meurtri de voir que l'université, qui est le temple du savoir, a été transformée en une arène de violence et de règlement de comptes, dont l'événement qu'on vient de connaître est l'un des éléments forts, des points forts qui viennent de se produire. Donc, en tant que député de la nation, je ne peux que d'abord m'incliner devant la mémoire de celui qui a perdu la vie, souhaiter, j'allais dire, le confort à sa famille, et après, en tant qu'élu, lever la voix sur cette situation qui est aujourd'hui contraire à toutes les normes qu'on a connues. Et donc, je vais pas aller plus loin, dire simplement que ce qui se passe n'est que le couronnement de l'effondrement même de notre société qui a commencé depuis une trentaine d'années. On va en parler. Le couronnement donc de l'effondrement de la société ivoirienne. Alors, ce n'est pas la première violence attribuée à la FESI, justement, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez un point là-dessus? Comment est-ce que vous observez cela? Il y a plusieurs morts, plusieurs cas comme ça qui sont donc qui seraient mis à l'actif de l'organisation le temps que l'enquête produise ses résultats. Oui, pour avoir été étudiant, je connais un peu cette organisation. J'ai vécu pendant 6 ans à Mermoz et je dois dire que je ne garde pas un très bon souvenir de cette organisation. Pour ce que j'ai pu voir là-bas, de visu, de ce que j'ai pu voir en tant qu'étudiant. Ce n'est pas du bon signe. Vous étiez à quelle période? Pendant quelle période? De 2000 à 2006. J'étais à Mermoz. Pour une maîtrise qu'on devait faire en 4 ans, on l'a fait en 6 ans parce qu'on avait perdu 2 années à cause des grèves justement de cette organisation. Et donc, je n'ai pas gardé de bons souvenirs de cette organisation là-bas. Après, traiter la question de la FESI en la séparant du fonctionnement de notre société est une grave erreur qu'on ne doit pas commettre. Et je pense que dans le prolongement de l'émission, on pourra la développer. Tout à fait. Herman? Ben, moi, j'ai quand même pour parler de la dissolution, si on doit se passer de la FESI, j'ai quand même quelques interrogations. Lesquelles? Vous savez bien que si on regarde, ça fait peut-être 1 an aujourd'hui que le secrétaire général actuel de la FESI a pris le pouvoir, mais quand il prenait la FESI, il était question de la gestion à la Sinclair, qui était là, il y avait déjà un conflit en ce moment-là. À la Sinclair, ex-secrétaire général, ouais, avant donc... Qui avait accusé d'ailleurs des mains obscures de manipuler pour qu'un congrès de la FESI et l'étude de la FESI se fasse dans la précipitation. Il avait même averti en ce temps, on se souvient bien, quand on l'a reçu. Finalement, les anciens secrétaires généraux de la FESI, donc l'UNAFESI qui l'accusait, aidés par certaines personnalités du pouvoir en place,
ont fait en sorte que le congrès soit maintenu. Donc, Sy Kambou, aujourd'hui, je peux dire que c'est quelqu'un que certains ont choisi pour être à la tête. Et on a vu quand même, il y a ces derniers jours, des vidéos qui circulaient de Sy Kambou, dans lesquelles il tensait plus ou moins, il parlait de ce qui allait se passer parce qu'il était en train de travailler à une réforme sérieuse pour régler les questions de la drogue dans les milieux universitaires et à l'école, la question de la ponction des bourses et autres. Donc, alors, il avait plus ou moins dit ce qui se tramait contre lui. Alors, Herman, si j'aimerais justement, avant de passer à Élysée, ou pour une question sûrement à l'honorable, vous semblez nous dire que l'élection d'un secrétaire général ou du secrétaire général de la FESI, parlant donc de Sy Kambou, ne serait pas l'émanation seule des étudiants, qu'il y aurait d'autres mains qui auraient intérêt à ce que tel ou tel soit positionné. Ce n'est pas de moi, c'est les acteurs même de la FESI qui le disent. Voilà, donc je veux dire que même aujourd'hui, les anciens qui ont été cités, on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train d'aider à comprendre cette crise-là, à aider à régler la question. La dissolution de la FESI aujourd'hui, ce n'est pas... Même si on dissout la FESI, elle peut revenir sur une autre forme. Très bien. Écoutons donc Assalé Timoko sur cette question honorable pour le point de la dissolution, parce que c'est ça l'axe principal de cette émission. Pourrait-on se passer ou doit-on se passer de la FESI? Quel est votre regard avant d'aller plus loin? Alors, sur la question de la dissolution ou non de la FESI, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question sans faire d'abord un développement préalable. Je pense qu'il faut séparer aujourd'hui le fait qui a été commis, qui est un assassinat. Il faut faire la distinction entre le meurtre simple et l'assassinat. Là, on est en présence d'assassinat, un acte prémédité. Donc, il faut faire la distinction entre ce acte qui fait l'objet d'une procédure judiciaire qui est à cours actuellement, et pour laquelle d'ailleurs il faut saluer la volonté de transparence du procureur, du parquet, qui communique au fur et à mesure des informations. Mais en même temps, il faut attirer l'attention du parquet à faire aussi attention à ce qu'il dit. C'est-à-dire? Parce que c'est bien de vouloir communiquer. Pour informer l'opinion. Pour informer l'opinion. Mais il faut que le parquet essaie de faire l'équilibre entre la volonté de transparence et la nécessité de maintenir le respect du principe de présomption d'innocence. Le communiqué que j'ai lu ce soir, le dernier communiqué, il me semble problématique en certains points. Lesquels? Je n'en dirai pas plus. Là où on dit par exemple que quelqu'un interrogé aurait dit qu'aucun crime ne se commet à l'université sans que le secrétaire général de la FESI ne soit informé. Ce détail-là, pour moi, n'a pas lieu d'être dans un communiqué. Pourquoi? Parce que l'instruction, l'affaire est en instruction. L'instruction se fait à charge et à décharge. Et selon le principe du contradictoire. Cette affirmation émane d'un individu. La réponse du concerné n'est pas dans le communiqué. Est-ce que quand le concerné va être confronté à cette affirmation, est-ce que sa réponse va être mise à disposition? Donc je pense qu'il faut que le parquet maintienne un équilibre entre la volonté de transparence et la nécessité de maintenir le principe de la présomption d'innocence. Pour moi, c'est important. Cela dit, revenons à la question que vous avez posée. Pour moi, la procédure judiciaire doit suivre son cours. Et l'enquête doit être faite en respectant toutes les procédures, en respectant les droits des mises en cause, en faisant en sorte que les éléments les plus probants soient démontrés et mis à la disposition du juge d'instruction pour faire son instruction. S'il y a les éléments concrets, on ira à un procès au cours duquel les concernés vont être jugés et condamnés si les preuves sont faites. Ça, c'est le cas de la procédure judiciaire. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'administration. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre le crime qui est monstrueux, qu'on dénonce tous, pour faire une sorte d'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire? Ce qui arrive aujourd'hui n'est que, j'allais dire, des éléments qui, successivement, ont conditionné un environnement à l'université sous le regard des autorités. Ce qui se passe là, la célérité avec laquelle le ministère de l'enseignement supérieur débarque et jette les étudiants dans la rue, ce que je dénonce. C'est le mot, selon vous, qu'il faut utiliser, jeter les étudiants dans la rue? Il a jeté les étudiants dans la rue. C'est un acte que je dénonce en tant que député, je dénonce cela. Première chose. Deuxième chose. Très bien. Nos autorités n'ont pas à se prévaloir de leur propre turpitude. Comment des étudiants ont pu occuper pendant 4 ans
des chambres. Et on a vu le communiqué de la police. 437 chambres ont été libérées. Plus de 700 lits ont été dégagés. Des salles d'études libérées. Des salles d'études occupées depuis 4 ans libérées. Mais que faisaient les autorités pendant ce temps? Très bien. On reste avec cette question, Daouda. Non, en fait, moi, le samedi, il faut le dire, j'étais au campus de Cocody. J'ai assisté au... Comment on appelle ça? J'ai pas envie de dire... Au déguerpissement. J'ai pas envie de dire déguerpissement. Déménagement. Au déménagement. C'est déguerpissement, c'est pas un peut-être déménagement. que ce sont vos mots, mais je vais choisir mes mots. Vous utilisez quel mot finalement? Non, déguerpissement moi je pense ou qu'ils ont déménagement? demandé aux étudiants en illégalité de quitter les chambres. Et pour ce que j'ai pu constater personnellement sur le terrain, c'est que finalement, il y a eu 430 chambres qui ont été libérées qui, selon les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur, les états en égalité n'avaient pas de papiers. Mais tous les étudiants que j'ai pu voir de mes yeux, qui sont là depuis 2021, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas eu de réadmission depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, mais ces étudiants n'ont pas été chassés des chambres. C'est ceux qui n'avaient aucun document administratif, qui occupaient ces chambres-là comme ça, sans papier, qui ont été demandés, qui ont été remerciés. Sinon, ceux qui ont leur, leur admission depuis 2021 sont en compte dans les chambres. Vous, mais M. Daouda, ce que vous dites condamne l'administration. C'est-à-dire? Comment, qui a la responsabilité de la gestion des cités universitaires? C'est le CROU. C'est le CROU, non? Bien sûr. Le CROU est sous l'autorité de qui? Du ministère de l'Enseignement supérieur. Comment des étudiants, 437 chambres, on suppose qu'il y a au moins 4 personnes par chambre, on est à plus de 1000 personnes, non? Bien sûr. Comment ils ont pu occuper pendant 4 ans des bâtiments de l'administration ivoirienne? Mais, monsieur l'honorable, c'est là où moi je suis d'accord avec vous. Oui. Parce qu'à la vérité, vous et moi on dit la même chose, c'est que le CROU ici, dans cette question-là, a sa responsabilité aussi, qui est dedans. C'est vrai qu'aujourd'hui, la FESI a le dos large. Parce qu'il y a une situation de chaos au campus. Mais le CROU a sa responsabilité. Il faut se dégager. Très bien. Permettons. Pour compléter. Rapidement, Herman, on va écouter Lisée. Pour rappeler, le CROU a été géré pendant 10 ans par Blé Guiraou, qui est membre du bureau politique du RHDP. Le rapport, selon vous, Herman? Mais le rapport, ça veut dire, aujourd'hui, comme le député l'a dit, c'est la responsabilité de l'administration. Cette administration-là, ce n'est pas le fait... C'est-à-dire souvent dans le procès qu'on fait à la FESI aujourd'hui, et pourquoi il a bien fait à la FESI, au secrétariat général de la FESI, il a bien fait, le député a bien fait de séparer l'instruction judiciaire et les actes administratifs. Oui. Aujourd'hui, tout ce qui concerne ce qui se passe à l'université, il faut bien le dire, c'est dans la précipitation. Or, les gens eux-mêmes qui gèrent l'administration, ce sont eux qui sont censés loger des gens dans les chambres. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la FESI, on a découvert des fumoirs à l'université, comme si c'était la FESI qui gérait la présidence de l'université, qui gérait les campus administrativement. Donc, selon vous, quels sont ces responsables-là qui laissent la FESI prendre toute cette forme-là de gestion de leur pouvoir? C'est la question. Il termine son propos. C'est facile. Hein? Oui, il termine son propos et on passe à parole. Herman, permettez. On a vu même le ministre Diawara qui a allé, on a détruit le bâtiment, le siège de la FESI. On a vu le ministre Diawara aller, lorsque le siège était en construction, aller saluer même les responsables de la FESI. Il a même remis de l'argent pour les aider dans cette construction. Tous ces éléments-là. Avons-nous justement le point sur ce fait-là? Mais les images circulent partout. Je viens. Est-ce que toutes les organisations syndicales, y compris la FESI, n'ont pas été visitées peut-être par le ministre? Oui, mais c'est une bonne chose même d'ailleurs d'aider la FESI à le faire. Mais aujourd'hui, venir Herman, là, faire tout cela, parce que la FESI, il y a eu des cas de meurtre, d'assassinat. Laissons l'honorable parler et puis on va écouter Élisée. Ce que je dis, c'est qu'il y a une démission inacceptable de l'administration universitaire devant une organisation estudiantine. Les chambres qui ont été occupées pendant 4 ans sous le regard des autorités, qui n'ont pas réagi et qui profitent de l'arbre du crime qui a été commis pour venir agir, c'est se prévaloir de ce qu'on appelle ses propres turpitudes. Et le ministre lui-même, qui ordonne la destruction d'un bâtiment dont la construction a commencé depuis plus d'un an, construction qu'il a lui-même supervisée et auquel il a contribué en donnant de l'argent public. Le patrimoine immobilier de l'université fait partie de son domaine privé. Aucune construction d'intérêt privé ne peut se faire sur le patrimoine immobilier de l'université. Comment une association privée peut avoir l'autorisation de construire sur le site de l'université son siège public? Vous êtes sûr qu'elle a eu l'autorisation, honorable? Mais qui a autorisé ça? Alors, si
le ministère n'a pas réagi et a participé activement à la construction de ce bâtiment-là, le ministère est en faute et on est en droit de demander et la démission du président de l'université, et la démission du DG du CROU, et la démission du ministre de l'enseignement supérieur pour avoir manqué aux obligations de sa chaille, qui est de faire en sorte que l'illégalité ne s'installe pas à l'université. Élisez votre point, avec votre regard, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Moi, je voudrais réagir sur déjà le sujet. Faut-il dissoudre la FESI ou ne pas... Ou la réformer, c'était Ou la réformer. Oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Il y a eu des gouvernants avant celui-ci qui ont voulu, qui ont même émis le vœu, et même qui ont plus ou moins essayé de le faire. On a vu ce que ça a donné comme résultat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire simplement. Quand vous dites, Élisée, de le faire, de la faire, dissoudre ou réformer? Non, dissoudre. Dissoudre, très bien. Voilà, et on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, je vais dire, l'état dans lequel la FESI est aujourd'hui, pour moi, excusez-moi du thème, mais il n'y a aucune réforme à faire. Il y a purement et simplement à dissoudre. Moi, je pense qu'il faut être honnête. Si on est tous unanimes sur ce plateau ici, que l'université, c'est le lieu de l'intelligentsia, où s'exprime véritablement l'intelligentsia, c'est-à-dire ceux-là qui sont censés représenter l'élite même de la nation, en réalité, ça veut dire que c'est sur la base du mérite qu'on devrait pouvoir administrer une organisation estudiantine. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, ce n'est pas le cas. Que disent les textes, justement, de l'organisation? Non, je ne vais pas aller dans les textes. Moi, je ne suis pas inférieur. Je n'ai même pas de texte à ce sujet. Mais ce que je veux dire, si on est unanime, que c'est le symbole de l'intelligentsia, là où s'exprime l'intelligentsia, c'est-à-dire ceux-là qui vont représenter l'élite réflexionnelle de notre État, ça veut dire que c'est le symbole par excellence où s'exprime la méritocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, la mise en place du syndicat, de ce syndicat-là, obéit à cette norme? Non. Je peux dire non et non. On n'a qu'à sortir les chiffres, on n'a qu'à sortir les résultats et on pourra le dire aisément. Donc pour moi, une telle entité, si on doit mettre une structure en place qui doit organiser les étudiants, qui doit gérer la vie, ça doit avoir pour essence déjà la méritocratie. C'est-à-dire des gens quand même qui sont représentatifs de ce qu'on veut donner comme image de notre université. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on peut dissoudre la FESI et puis remonter des associations qui obéissent à cette norme-là. Cette norme de méritocratie, cette norme d'intelligentsia, cette norme de réflexion et d'excellence. Et sur cette base-là, nous tous, on sera unanimes. On verra que les syndicats des étudiants ne se comporteront plus comme actuellement. Ça, c'est déjà la première chose. La seconde chose que je vais dire, à la suite de ce que le Nora a dit, et que je trouve quand même... Je suis d'avis, soyons honnêtes. Nul ici ne peut se tromper, peut dire qu'il ne se trompe pas, peut dire qu'il n'a pas bien agi. Dit aujourd'hui que l'administration, je veux dire, l'enseignement supérieur et autres, n'est pas fautif, ou bien n'a pas à être incriminé quelque part, n'a pas de responsabilité dans ce qui se passe, ça serait mentir. Mais attends, diantre, quand on se rend compte qu'on n'a pas été à la hauteur d'une tâche, qu'on a mal agi et tout ça, mais quel mal il y a à un moment donné de dire, OK, on met stop, on va essayer maintenant d'assumer nos responsabilités. Je sais, la logique veut que les responsabilités soient situées au niveau de l'enseignement supérieur et que les têtes soient coupées éventuellement. Mais en attendant d'y arriver, est-ce que le fait de vouloir assainir l'environnement universitaire, c'est quelque chose de mauvais? Donc les mesures s'imposaient? Moi, je trouve non. Je trouve que des mesures s'imposent. Il faut déjà qu'on commence par là. Il y a eu des manquements, d'accord, on est unanime. Mais si aujourd'hui on estime qu'on peut changer les choses, il n'y a aucun souci à changer ces choses-là. Maintenant, on arrivera, c'est étape par étape. C'est vrai. Autant l'enseignement supérieur demande aux étudiants de pouvoir faire face à un certain nombre d'obligations, je pense aussi que le gouvernement, à un moment donné, demandera des comptes à cette entité-là aussi, qui quelque part n'a pas joué son rôle. Mais comme c'est hiérarchisé, commençons déjà par régler la question sur l'environnement au niveau de l'université, et puis on y arrivera. Maintenant, sur la question du fait, je termine par ça, sur la question du fait, par exemple, que le ministre Diawara ait été témoin, ou du moins ait assisté, ait contribué à même la construction du siège et tout ça. Mais ça peut être mis sur le compte d'une bonne volonté, parce qu'il estimait à un certain moment qu'il a fait... Un partenariat, c'est ça? Non, pas de partenariat. Sur le fait d'une bonne volonté, en estimant ou en espérant qu'en agissant ainsi, ça allait ramener les uns et les autres à comprendre la nécessité de poser la balle et puis aller. Mais il s'est rendu compte lui-même que ça ne servait absolument à rien, parce que lui-même, une fois, il a été déguerpi pendant sa cérémonie par les FESIS, donc il s'est rendu compte par la suite que ça ne servait à rien, qu'il ne pouvait absolument rien entendre. Donc voilà. Donc ces bonnes intentions n'auraient servi à rien. Exactement. C'est ce que vous dites. Justement, honorable. Non, je pense que justement... Oui, bien sûr. Et puis on va écouter Marius Komoué. Justement, c'est ce qu'il faut dénoncer. Le ministre n'a pas fait preuve de bonne volonté à l'université. C'est-à-dire? Son travail, son rôle
c'est de faire en sorte qu'il y ait la sécurité sur l'université, c'est de faire en sorte que la loi soit respectée. Vous savez ce qu'on appelle le devoir, c'est l'obligation de commettre une action par respect de la loi. Le domaine privé de l'université, une association privée ne peut y construire son siège. On est d'accord. Très bien. Ah oui, mais comment un ministre peut aller cautionner l'illégalité? Et vous allez dire qu'il a fait de bonne foi. Mais non, cette illégalité n'existe pas depuis des lustres. S'il vous plaît, tout doucement, messieurs, s'il vous plaît. Mais depuis les années 80 aujourd'hui... Daouda, s'il vous plaît. Restons dans les principes. Restons dans les principes. Et puis ensuite, vous aurez la parole. L'université est un lieu public où il a dit on forme l'intelligence. On est d'accord l'intelligence à demain. C'est un établissement public dont le patrimoine privé là, ne peut être utilisé que pour des questions d'intérêt public. Une organisation privée ne peut pas aller construire son siège à l'université. Ce n'est pas possible. Mais ce que moi je dis... Non, laissez-moi finir. Je vous laisse finir. Ce n'est même pas possible. Et un ministre n'a pas à aller cautionner l'illégalité. Parce que s'il laisse le siège se construire là, toutes les autres organisations, y compris mon mouvement que j'ai créé il y a quelques jours, ont le droit d'aller construire son siège à l'université. Ou on applique la loi, ou on bafoue la loi. Très bien. Je souhaiterais, messieurs, qu'on puisse évoluer dans le débat. Maintenant, je termine. Oui, mais Marius... Je termine sur la dissolution. Il n'y a pas que ça. On va évoluer dans le débat. Vous réalisez sur la dissolution. Oui. Les associations sont créées sous l'empire d'une loi, la loi de 1960. Et c'est parce que ces associations sont créées sous l'empire d'une loi qu'on dépose les documents chez le préfet, quand on crée l'association, après l'Assemblée générale constituée. À partir du moment où on a déposé ces documents-là, l'association doit fonctionner dans les limites de la loi. Donc toute association qui, au mépris de son objet, fonctionne en dehors de la loi, par voie judiciaire, on peut la dissoudre. Par voie du décret présidentiel, on peut la dissoudre. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que la FESI remplit les conditions pour être dissoute? À partir du moment où il y a une sorte de dévoiement de sa mission sur l'université, les conditions sont remplies pour être dissoute. Merci. Ça, c'est clair. Après, il ne faut pas s'arrêter à la dissolution. Il faut inscrire la FESI dans le contexte global de la Côte d'Ivoire. Quel est le modèle de société que nous sommes en train de construire depuis 30 ans. On va revenir là-dessus. Et dans lequel nous vivons aujourd'hui. On reviendra là-dessus. Je vais développer ça après, vous allez voir du quoi il s'agit. On reviendra là-dessus. J'aimerais écouter justement de tout ça. On n'a pas encore écouté Marius Komoé. Votre point, allez-y. Non, j'ai écouté les uns et les autres avec beaucoup d'intérêt, et surtout notre invité, le député maire Assalé Tiemoko, dont je partage totalement le point de vue. Nous sommes dans un pays qui fonctionne avec des règles. Vous savez, on est à l'état de nature. De l'état de nature, pour ne pas qu'un homme soit un loup pour l'homme, nous avons créé une société avec des règles. Pour ce faire, des grands hommes ont pensé des lois, dont Montesquieu et j'en passe. Aujourd'hui, c'est ces lois-là qui régissent le fonctionnement de la société. Mieux, nous avons créé la République, où nous concédons la gestion de nos biens, de nos affaires, de notre personne, même de nos vies, à des compatriotes qui bénéficient en retour de toutes les faveurs. On ne paye pas de véhicules, ils sont logés. Bon, et je dis ça et je passe. Allons au point, voilà. Alors, quand on a cette responsabilité-là de gérer sa société, de gérer ses compatriotes, au regard des textes qui régissent le fonctionnement de la République, comme le disait l'honorable, on ne peut se permettre, dans une République, d'assister au fait qu'une organisation de la société civile, une organisation privée, fonctionne comme une milice, fonctionne comme une mafia, fonctionne comme en Colombie, nous voyons avec ces cartels de drogue. Pour vous, la FESI, en tout cas, fait référence à ces mots-là. Mais quand vous voyez le nombre d'assassinats, quand vous entendez le secrétaire général actuel dit qu'il luttait contre une mafia qui s'était installée au sein de des cités universitaires, avec la drogue et tout ça. C'est lui qui le dit, ce n'est pas nous. Le même qui a été arrêté, Sié Kambou, c'est lui qui l'a dit. Et donc, il se battait pour ces réformes-là. Herman Aboua l'a souligné. Et puis, tout ça est su de toutes nos autorités. Mais nous sommes dans la société civile. Quand vous créez, l'honorable l'a tellement bien expliqué, quand vous créez une association, vous la déclarez
à l'État. Et quand vous l'avez déclaré, l'État regarde l'objet de votre association. Vous l'avez créé pourquoi? Mais si d'ordinaire, l'État vous attribue l'agrément, c'est-à-dire vous reconnaît comme organisation légalement constituée, dans l'exercice justement de l'objet, dans la mise en œuvre pardon, de l'objet de votre association, si l'État se rend compte que vous avez dévié, totalement dévié, comme ça a été le cas, ou sinon comme c'est le cas de la FESI, ben, l'État est en droit de dissoudre. Alors, donc, vous nous dites, Marius Comoé, que le secrétaire général actuel luttait, c'est ce que vous dites, contre la drogue et tout ce qui était fait de façon illégale sur le campus. Et en même temps, on assiste à tout ce qu'on assiste. C'est quand même assis. Non, il disait également, au-delà de la drogue, ambiguïté dans tout ça. Il disait que des individus tapis dans l'ombre, qui sont hors de l'université, hors des cités universitaires et qui ne sont même pas étudiants, veulent contrôler le mouvement, veulent contrôler la FESI, à des fins qu'ils ignorent, à des fins qui ne servent pas, qui ne servent pas justement l'intérêt des étudiants. Et donc, pour ce faire, il avait engagé un certain nombre de réformes. Alors, nous sommes fortement surpris. Pardon, l'honorable réagit. Oui, bien sûr. Terminez votre phrase. Nous sommes fortement surpris de savoir qu'au moment où lui, il engage de telles réflexions, eh bien, nous constatons que l'État... Bon, quand vous prenez, par exemple, le CROU, et on termine avec mais les responsables du CROU sont extrêmement fautifs. Pourquoi on ne le dit pas assez? C'est à eux qu'il revient la gestion des chambres. Mais comment se fait-il qu'ils se sont permis d'être si incompétents au point de laisser les chambres aux mains des simples étudiants, nos enfants, que nous-mêmes nous scolarisons et qui deviennent des rois sur les cités universitaires en lieu et place des services de l'administration qui sont en charge de le faire. Maintenant, justement, honorable, je reviens avec vous sur les points de Marius. La gestion, enfin, de la maîtrise de la FESI, de la gestion des chambres et autre chose qui se passera à l'université, date-t-elle de cette année? Est-ce que c'est un phénomène nouveau auquel nous assistons ou cela avait pignon sur rue depuis bien longtemps? Non, ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais avant de dire un mot sur cela, je voudrais revenir sur ce que Marius a dit. Oui. À travers ce que le secrétaire général de la FESI a dit, effectivement, il a suivi son intervention où il accusait... Ça datait de quand déjà? Ça date d'à peine 3 ou 4 mois de cela. À peine 3 ou 4 mois de cela. Où il accusait des autorités de ce pays-là, nommément citées, que je n'ai pas répété ici, la salutation est disponible, de travailler dans le commerce de la drogue dans nos universités. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a un vrai trafic de drogue à l'Université de Côte d'Ivoire, et même dans nos collèges et lycées. Donc il accusait déjà, c'est cela? Il accusait déjà. Et se donnait la mission de démanteler ce réseau-là. Cette affaire nous donne l'occasion, en tout cas au parquet, d'aller en profondeur et au-delà du meurtre, au-delà de l'assassinat, d'enquêter, de faire une enquête globale sur cet environnement dans lequel fonctionne notre université. Première chose. Deuxième chose, sur la question du fonctionnement de l'université elle-même. Vous savez, le gouvernement de Côte d'Ivoire, le chef de l'État, il ne peut pas créer une taxe et la mettre en application sans l'accord des députés que nous sommes, sans que le Parlement ne vote. En décembre prochain, on va voter le budget. Et les nouvelles taxes seront dedans. On va discuter et les voter. Tant qu'on n'a pas voté, on ne peut pas les mettre en application. Ça, c'est au niveau même du gouvernement. Pourquoi rappelez-vous cela? Mais je rappelle cela pour faire ce rapport. À l'université, des étudiants lèvent des taxes sur le périmètre de l'université. Aucun commerce ne peut s'installer à l'université sans que des associations universitaires ne prennent, et dans les périphéries. Au vu au su. Comment cela est possible? Est-ce que nous sommes dans une république ou bien nous sommes dans la jungle? Selon vous, c'était connu. Mais c'est connu de tous. Comment c'est possible? Et donc, il y a une démission globale de notre société devant cette situation. Et ça me permet de dire ceci. Vous voyez, si on demandait à chacun de nous sur le plateau-là de définir le modèle de société dans lequel nous vivons, personne ne sera de le définir. Tout à l'heure, il a parlé d'intelligentsia. Quel est l'objectif que notre société, notre État veut atteindre avec notre école, avec notre éducation? Il faut aller plus loin, selon vous. Il faut aller plus loin. Prenez même la devise de notre pays. C'est quoi? Union, discipline, travail. Est-ce que nous sommes unis dans ce pays-là? Pendant 30 ans, des acteurs politiques ont méthodiquement travaillé à déconstruire le peuple de Côte d'Ivoire. L'atomisant en plusieurs morceaux qui se reconnaissent aujourd'hui dans des individus et non dans le fait État.
Les Ivoiriens aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance à une cause commune qui est la nation. Quand un problème est posé, chacun raisonne en fonction de son leader. Ils ont réussi à diviser le pays. On a réussi à être un pendant la CAN au moins. Ah oui, mais ça, c'est un événement ponctuel. La discipline. Elle est où, la discipline? Faut-tu le camp? Ah non, ça... Mais c'est un sport national, l'indiscipline en Côte d'Ivoire. Ah oui, très bien. Donc, dessus les routes, y compris même les autorités elles-mêmes, qui roulent parfois en sens inverse sur la route. On peut dire et donc, cela va jusqu'à l'université. Et donc, là où l'autorité doit s'exercer, c'est-à-dire là où on forme les cadres de demain, l'indiscipline a pris pied. Au point où les enseignants eux-mêmes n'ont plus aucune autorité devant les enfants qu'ils enseignent. Quand on vous écoute, on pourrait dire que les racines sont profondes. Mais justement, dissoudre la FESI peut être une mesure palliative, mais ce n'est pas la solution. Très bien. La solution, c'est le problème global de notre société qui est elle-même en décrépitude. Écoutons Daouda. D'accord. Moi, j'ai une analyse et puis après, je vais poser une question. Je ne sais pas si vous êtes au courant que depuis l'année passée, le ministre Diawara, en fait, était en discussion avec les étudiants justement pour qu'ils libèrent les chambres des cités universitaires pour leur réhabilitation. En son temps, il y a eu discussion entre la FESI et le ministère. Les étudiants refusaient de sortir des chambres parce qu'ils ont protesté la CAN de janvier. Et donc finalement, ils ont pu trouver un accord avec Sié Kambou en son temps pour dire qu'après la CAN, ils allaient pouvoir sortir. Bon, je pense que l'un mis dans l'autre, effectivement, on parle tous de responsabilité. Peut-être qu'ils n'ont pas fait un peu tôt, mais l'un mis dans l'autre aujourd'hui... C'était un projet qui était déjà là. C'était déjà là, c'était déjà un acquis même, en fait, en son temps. Les étudiants devaient partir et autres, et puis après, ils allaient réhabiliter. Maintenant, il y a une situation qui prévaut. Donc finalement, c'est vrai que le crew aujourd'hui peut-être va en profiter. Une chose est sûre, mais ils se disent, si on doit commencer, pourquoi ne pas commencer finalement par les gens qui sont en illégalité, de sorte à ce qu'eux, on puisse réhabiliter ces chambres-là, ces buanderies et autres, tout ça pour pouvoir avancer. Maintenant, dans la discussion, j'ai entendu Herman, je ne sais pas si c'est l'UNRWA qui parlait d'argent public. Moi, je ne sais pas si c'est de l'argent public ou pas. Peut-être que ça peut être son argent aussi. Qu'est-ce qui est de l'argent public? Qu'est-ce que la somme donnée? On parlait de la somme donnée, parce qu'il est important aussi de souligner que cet argent-là, qui a été donné à pratiquement toutes les organisations, je pense que vous l'avez dit, toutes les organisations qu'on appelle ça, à l'université, justement, ça faisait partie en fait du dialogue permanent que le ministère était en train d'établir avec... Il y avait un cadre de dialogue permanent. L'argent, c'est pourquoi? Oui, justement, il est en train de donner un point de réponse, peut-être. On va l'écouter, puis ensuite vous allez réagir. Nous, on patiente et on vous écoute. Allez-y, Daouda. Donc, ce que je veux dire, à la vérité, cet argent public-là, que ce soit argent public ou pas, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas prouver ici. Ce que je ne peux pas prouver, je ne le dirai pas. Très bien. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est de l'argent public. Cet argent a été donné et à la FESI et à toutes les organisations pour leurs activités. Mais quand le député me parle de construction de sièges d'une organisation privée, dans l'espace privé de l'université... Tout cela est inadmissible, Daouda. Pour moi, tout ça part de louvoiement de notre société depuis très longtemps. C'est-à-dire? Parce que peut-être que monsieur le député, s'il a fait Mermoz, comme il le dit si bien, la cité de Mermoz, le siège de la FESI, le premier siège de la FESI a été construit à quel moment? Donc pour moi aujourd'hui, la cité... C'était construit quand? Il y a très longtemps. Construit où? Au campus de Cocody. Quel siège? Le siège de la FESI. Vous ne connaissez pas le siège de la FESI? Le premier siège ou... Le premier siège. Il y a un siège. Non, ils n'ont pas construit un siège. Il n'y avait pas... Comment est-ce qu'on l'appelle? C'est un siège. S'il vous plaît, messieurs. Il appartient à qui? S'il vous plaît, on parle tout doucement. Messieurs, écoutons-nous. Ce bâtiment, il faut qu'on trouve un nom. C'est un siège ou pas, Daouda? C'est un siège. Et c'est le logo de la FESI est estampillé dessus en grand. Allez-y au sous-bois, vous allez voir. Termine et puis vous aurez le Mais si je ne peux pas parler, tout le monde va parler en même temps que moi. Daouda, tout doucement. Voilà, ce que je dis, ce siège, il a existé, que ce soit à l'université de Boaké, même au niveau de l'université de Cocody, même à Boaké, il y a des locaux qui sont aussi occupés. Est-ce que tout cela, c'est normal? Il y a un louvoiement qui existe depuis très longtemps. Moi, je suis de celui qui est pour. Je suis pour la réforme de la FESI et je l'ai dit clairement ici. Mais aujourd'hui, vous avez posé une problématique qui est très claire concernant les textes. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde les agissements de la FESI, est-ce qu'elle viole-t-elle la loi? Oui, elle viole la loi. Est-ce qu'elle atteint à l'ordre public? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, elle respecte elle-même ses statuts? Quand on sait que les statuts de la FESI, c'est pour protéger les intérêts des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Finalement, aujourd'hui, concrètement, est-ce que la FESI n'a pas dévié de sa mission? Si elle a dévié. Donc moi, j'estime que l'État est en droit de dire, je dissous, mais moi, comme je le dis, je suis pour la réforme.
Ça, c'est mon point. Donc, dissoudre et créer, permettre à ce que d'autres mouvements se créent. Non, j'étais même pour que le nom reste. Pour la réforme. Mais pour la réforme. Mais si l'État estime que la FESI devient trop dangereuse, qu'il faut la dissoudre, on la dissout. Très bien. On laisse... Bon, Daouda, première chose, l'État ne peut pas réformer une association privée. Ce n'est pas son rôle. Mais elle peut dissoudre au moins. Oui, absolument. Donc, donc la réforme pourrait venir de qui? L'État applique la loi. C'est la structure elle-même qui peut se réformer. Ouais. Mais d'un arbre tordu, vous ne pouvez tirer aucune planche droite. Ça, c'est sûr et certain. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est sûr. Donc, il faut poser le problème global. Le problème global, c'est de définir l'objectif qu'on veut atteindre avec notre école. Comment l'État peut s'affaisser devant une association d'étudiants? Parce qu'il y a longtemps que ça existe. Mais justement, voilà, la question est fondamentale. Voilà. J'aimerais écouter Herman et Élisée et Marius là-dessus. Comment l'État, selon l'honorable, il estime que l'État se serait affaissé devant une organisation estudiantine? Herman, pourquoi? Moi, j'estime que l'argument de dire qu'il y a très longtemps que ça ne valait, c'est parce que ça ne marchait plus, qu'il y a de nouveaux pouvoirs qui sont là, de nouveaux représentants de l'État, du peuple, qui gèrent les affaires du peuple. Donc l'argument pour nous ramener, quand ce n'est pas bon, qu'on l'a constaté, ça fait quand même 14 ans que 13 ans que le président Alassane Ouattara est là. Donc si dès le départ, je vous ai tout à l'heure rappelé les 10 années à la tête du crew qui était géré par Bliguirao, si on estimait que ce n'était pas bon, quand on vient, on coupe tout, mais on ne vient pas laisser pendant 13 ans la gangrène, le python devenir plus gros. Et après, repartir, dire non, qu'il y a très longtemps que ça se faisait. Mais si ça te faisait il y a très longtemps, quand tu es arrivé, tu fais quoi? Tu arrêtes avec le désordre. Prenons le cas des bâtiments dont il parlait. Effectivement, la FESI a toujours eu des sièges dans nos établissements, dans le périmètre des établissements universitaires, même dans les écoles. Mais ce sont des bâtiments concédés souvent par les chefs d'établissement à la FESI. Mais ce que l'on constate cette fois-ci, c'est que le ministre lui-même vient donner caution à de nouveaux bâtiments qui sont en train de lever, des briques qui sont en train de lever par l'autorité. Très bien. Attendez, s'il vous plaît, messieurs, Daouda. Même si ça est sur le site, on va le périmètre universitaire. Écoutons Élisée, rapidement Marius, et on termine avec l'honorable pour le mot de fin, pour la première partie. Élisée. Bon, je pense qu'il faut qu'on resitue. La question, je la reprends. Voilà, il faut situer la question, je la reprends, Élisée, je reprends la question. L'honorable a demandé comment est-ce que l'État est resté donc silencieux devant toutes ces actions. Allez-y. Non, quand on dit comment l'État, moi je pense qu'il faut évoluer. Cette question ne peut pas nous aider à résoudre le problème. On a fait le constat que l'État est resté amorphe devant une situation anormale. Ça, nous tous, on fait le constat aujourd'hui. Il y a eu des manquements flagrants. Est-ce qu'on a les raisons, justement, pour ne pas que cela se répète dans le futur, justement? Avons-nous les raisons? Mais là, moi, je ne vais même pas passer par le de la cuillère. La première chose, la fondamentale, c'est l'aspect politique. C'est parce qu'on a voulu instrumentaliser tous ces syndicats dont on parle, ces actes de violence et autres là, sont partis depuis la déliquescence même de l'objectif politique de nos hommes politiques. Ils ont voulu utiliser toutes ces personnes-là pour régler des comptes comme des bras séculiers, pour réaliser leurs ambitions et leurs projets, qui pouvaient souvent être funestes. Ça, il faut aussi avoir l'honnêteté de le reconnaître. Donc, c'est ce qui a exacerbé la situation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a souvent l'habitude de dire ici. Il faut, dans un premier temps, que chaque Ivoirien, à quelque niveau qu'il soit, se remette en cause. Très bien. C'est facile de dire aux autres, vous êtes fautifs. OK, mais vous-même, là, qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau pour que l'État s'améliore? Ça aussi, il faut qu'on se pose la question. Quand l'État dit, par exemple, qu'on doit faire ceci, et que toi, tu décides délibérément de faire le contraire, mais tu es en train de dévoyer la société d'une manière ou d'une autre. Maintenant aussi, l'État fonctionne en fonction de l'exemplarité. Il y a des modèles. Ceux qui sont en autorité, là, sont des modèles implicites des citoyens. Il faut qu'eux aussi, à leur niveau, ils changent et qu'ils comprennent qu'on le regarde et ce qu'ils font là, ça impacte la société. Nora, vous ne bougez pas, vous restez là. Lorsqu'on reviendra, j'aimerais avoir votre point là-dessus. Écoutez d'abord Marius Como et ensuite, on termine ce sujet et on part aux solutions en réalité. En seconde partie, à tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Le sujet n'a pas changé, il reste le même. Devrait-on ou pourra-t-on, ou est-ce qu'il faut carrément la réformer ou la dissoudre? C'est la thématique principale de ce temps d'antenne. Et l'invité qui porte justement un de ces points, c'est l'honorable maire député
de Tia Salé, honorable Assalé Tiemoko. Encore une fois, merci d'être avec nous. Accompagné de nos amis habituels, Herman Aboua, Élisée Boloube, Marius Komoé et Daouda Koulibaly. Nous étions justement, en terminant la première partie, nous étions en train de discuter sur le fait que la FESI puisse avoir un siège en train d'être bâti sur le territoire de l'université. Élisa avait donné son point. Marius Komoé, comment est-ce que vous réagissez à cela? Est-ce que la FESI, justement, avait outrepassé ses droits? Est-ce que le ministère avait le droit de laisser faire? En rappelant que le ministère, peut-être dans sa vision de permettre à tous aux associations présentes d'avoir un cadre de travail, de discussion, de préparation de leurs projets et tout, avoir un bâtiment ou un siège où ils pourraient se retrouver. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Alors, n'est-ce pas Max Scheler qui disait que l'homme vit tout d'abord et principalement dans les autres? Dans son œuvre Nature et forme de la sympathie, s'il est reconnu que l'homme n'est rien sans les autres et que nous vivons dans une société, je l'ai dit tantôt, une société qui est régie par des lois. L'honorable l'a dit, le périmètre universitaire ne peut être l'objet d'appropriation d'un syndicat, fût-il une organisation syndicale en charge de la défense des droits et de la protection des intérêts des élèves et étudiants. Au point de construire sur ce périmètre universitaire un siège. Non, non, ça n'existe nulle part. Seulement, l'éthique en la matière nous invite à réfléchir aujourd'hui sur la place que nos gouvernants veulent accorder véritablement à l'éducation. Est-ce qu'il y a des textes de loi qui interdiraient le ministère ou l'université à octroyer une parcelle à l'effet qu'une organisation syndicale puisse y bâtir son siège et travailler, si tant est qu'on reste de façon embryonnaire dans la mission première, c'est de pouvoir travailler à donner aux étudiants une meilleure organisation. À dire vrai, avoir un siège dans l'enceinte du cadre estudiantin ou scolaire n'est pas une fin en soi, n'est même pas un délit, encore moins une interdiction. Seulement, dans le cas d'espèces tel que nous avons vu la FESI fonctionner depuis des lustres, quelqu'un le disait tantôt, mais hier, sous d'autres régimes, ça a été le cas, mais dès lors que ça a été le cas sous d'autres régimes et que ça a été dénoncé, pourquoi alors continuer dans ce sens? Il faut un régime qui prend ses responsabilités et met un terme à ce qui est décrié par la majorité des contribuables. Or, dans le cas d'espèces, on laisse faire au point même de venir cautionner la construction d'un bâtiment, d'une organisation qu'on trouve être une nébuleuse, qu'on trouve être un cartel qui s'illustre par des crimes, des assassinats, comme nous en avons connu depuis des années, mais également par la violence sur ce même qu'elle est censée, une organisation, disais-je, qu'elle est censée défendre en assurant la protection de leurs intérêts. Voilà donc pour nous où se situe la préoccupation majeure. Parce que dans les faits, il faut que les gouvernants comprennent qu'ils ont le pouvoir de répression, ils ont le pouvoir de coercition, ils ont tous les mécanismes de pression et de répression entre leurs mains pour mettre de l'ordre partout où des besoins. Et l'université n'est pas exemple de cette Très bien, Marius Komona, votre point. Donc, selon vous, ça ne poserait pas de problème. Mais lorsque la mission est dévoyée, attention, il faut regarder. Parlons maintenant solutions. Ça sera la seconde partie de ce temps d'antenne sera axée sur les solutions. Si tant est qu'il faut soit la dissoudre ou la reformer, honorable, quelles seraient les valeurs ou sur quel tentacule, justement, cette réforme devrait pouvoir se faire? Alors, avant de répondre à cette préoccupation, je voulais dire juste un mot sur la question que vous avez posée à Marius. Vous savez, il y a une citation de Bossuet que j'aime bien utiliser. Il dit « Dieu se rit des hommes qui déplorent les conséquences des causes qu'ils chérissent. » C'est-à-dire? Mais ça veut dire quoi? La question que vous avez posée semble ennoblir le fait que le siège de cette organisation ait été construite sur le périmètre privé de l'université avec la caution du ministère. La question que vous posez subodore que
c'est possible de le faire. Je demande justement. À partir de ce moment-là, pourquoi est-ce que Dada, une machine a été utilisée pour venir détruire ce bâtiment-là dans la foulée du crime qui a été commis? Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu ce crime-là, ce bâtiment aurait été construit, inauguré, et peut-être même avec la présence du ministre lors de son inauguration. Ça, on n'en sait rien. Ben bien sûr, puisqu'il a participé à la construction. Voilà. Donc, le périmètre de l'université doit servir aux œuvres de l'université. Mais la FESI sert-elle les œuvres de l'université? La FESI sert-elle œuvre de l'université? Est-ce que vous avez la parole? Non, c'est juste une question. Je vais vous répondre. La FESI est-ce qu'elle aide les étudiants? Non. Allez-y. La FESI ne sert pas les œuvres de l'université. La FESI est une organisation privée qui a pour vocation de défendre les droits des étudiants à l'université. Ça reste une association privée. Tous les étudiants de Côte d'Ivoire ne sont pas membres de la FESI. Tout à fait. Il y a d'autres organisations. D'accord? Donc, son objet est privé, purement privé. Donc, l'État ne peut pas autoriser une organisation privée à aller construire son domaine sur le domaine privé de l'université. Ce n'est pas possible. Cela dit... Est-ce qu'il y a des textes qui l'interdisent? Parce que ce serait... Oui, mais les textes l'interdisent. L'État a concédé un périmètre à l'université de fonctionner. C'est ce qu'on appelle le domaine privé de l'université. C'est pour construire les laboratoires, les salles de classe, tout ce qui concourt à l'enseignement. Ce n'est pas pour aller construire la salle de réunion d'une entité privée. D'un syndicat qui travaille sur l'université. D'abord, ce n'est pas un syndicat. Il faut d'abord faire la distinction. Non, la FESI n'est pas un syndicat, c'est une association. Oui. Les syndicats sont régis par le Code du travail pour le privé. C'est très clair. Et donc, l'État ne peut pas cautionner l'installation d'une structure privée. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation sur les solutions. Avant d'arriver à ce point, Daouda, vous vouliez la parole pour une question. Enfin, vous avez pris la parole, je vous la donne rapidement et puis on va aux solutions. En fait, ce que moi j'aimerais vous dire, c'est que, monsieur le député, l'université, c'est une personne morale qui peut décider, pour moi, à mon sens, de donner des places aux organisations étudiantines qui vivent là-bas. Parce qu'au-delà du fait que ce soit une université où les gens vont à l'école, mais ces lieux-là, ce sont des lieux de vie où les étudiants vivent. Donc, ces points de vie n'ont pas été seulement donnés qu'à la FESI. L'IMC a sa mosquée qui est là. Les associations chrétiennes ont leur coin pour prier. Donc, faut-il, parce que comme c'est des organisations privées, il faut les empêcher de vivre carrément dans ces lieux-là. L'IMC a construit une mosquée à l'université. Oui, il y a une mosquée qui devait... Non, attends. Monsieur le député, écoutez-nous aussi quand on vous parle. Vous n'avez pas la science. Attendez, donc je vous dis que moi, samedi, j'y étais. L'IMC, on va rappeler, c'est qu'est-ce que c'est? C'est l'association des élèves et étudiants. Attendez, qu'il je ne sais pas si je peux parler. Allez-y. Ce que j'essaie de vous dire, dès que vous rentrez à l'université, juste après Amoré, où on joue le tennis, dans le bas-fond, il y a une mosquée qui est là, qui est construite, qui devait être détruite. Mais j'ai été surpris de voir les étudiants musulmans et les étudiants chrétiens se mettre ensemble pour ne pas qu'on casse cette mosquée-là. Mais Dieu merci, l'autorité en place n'a pas cassé cette mosquée. Ils ont laissé parce qu'ils estiment que ce sont des endroits de culte. Donc moi j'estime, pour ma part, c'est vrai que vous êtes en train de dire, allez fort, c'est pas normal, c'est pas ceci, même honorable. Les étudiants vivent là. Et là où on vit, il faut que ce soit des lieux de vie aussi. Est-ce que ça aussi, vous l'entendez? Monsieur Daouda, je vais vous répondre. Très bien. Il va répondre maintenant à la question. On ne construit pas une société avec des légèretés. Quelles sont les légèretés? Je vous le dis clairement. Donc les étudiants pour prier, ils doivent aller où? Non. Il va réagir, Daouda. D'abord, l'école est laïque. Ah oui, la laïcité. D'accord. C'est pourquoi il y a laissez-moi finir. Daouda, s'il vous plaît, il va terminer. Que l'administration universitaire estime nécessaire de réserver un espace qui appartient au patrimoine de l'université pour que les enseignants, le corps enseignant, les étudiants aillent faire leur prière là-bas, cela peut s'entendre. Mais une organisation privée ne peut pas aller construire une église ou une mosquée sur le périmètre de l'université. Entendez cela. Non, c'est clair. C'est très clair. C'est parce que c'est ce laxisme-là, c'est ce laisser aller, cet état de force majeure qui fait qu'aujourd'hui, notre société s'est déconstruite totalement. Et ce qui n'est pas normal devient le normal. Et que proposez-vous? Je propose que force reste à la loi. Mais vous étiez président, qu'allez-vous faire? Mais laissez-moi finir. Daouda, s'il vous plaît. D'abord, s'il était président, aucun syndicat n'aurait un pouvoir de discipline à l'université. Une association, on est d'accord. Aucune association n'aurait un pouvoir de discipline sur les étudiants de l'université. Revenons au point donc. D'accord. Je ferai appliquer
la loi dans son intégralité. Parce que l'avenir du pays, c'est l'école, c'est l'éducation. Si ceux qui doivent prendre la relève demain sont formés ainsi qu'ils sont formés maintenant, ou le laisser aller à tous les niveaux, où on a des maquis, on a des boîtes de nuit, on a des centres de drogue, sur le périmètre universitaire, personne ne réagit, on est tous en danger. Alors, selon vous, honorable, les lieux de culte qui seraient sur le territoire de l'université devraient disparaître? Ah oui, oui, oui. Ou on est un État laïque, ou on n'est pas un État laïque. Mais en même temps, je le dis, c'est des choses qui peuvent être décidées par l'autorité universitaire. Parce que là on peut y tirer un peu d'intérêt public, puisque les gens peuvent, par rapport aux modalités, rester sur place pour prier. Mais ça doit être dans un local de l'université. Ou bien c'est l'université elle-même qui la met en place. Mais selon vous, pas construire un site... Un privé ne peut pas aller le faire là-bas. Moi, je suis maire d'une commune. La mairie a un domaine privé. La mairie a un domaine public. Nous délivrons ce qu'on appelle des arrêtés de concession provisoires. Pas ACD, pardon. Des occupations provisoires. Où vous savez très bien que lorsque vous mettez ça là, dans l'arrêté que je signe pour vous, il y a une période précise où à tout moment, l'autorité publique peut récupérer son domaine. On ne peut pas s'en devenir propriétaire. Est-ce que vous pensez qu'au campus, le siège qui a été construit, l'autorité publique ne peut pas le récupérer aussi? Non, on va terminer ce débat. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Oui. On va aller directement au point. Non, j'arrive. L'autorité universitaire ne peut pas permettre à une association privée de construire son siège sur le domaine de l'université. Ce n'est pas possible. Vous avez compris? Ça, c'est son point. Très clair. D'accord, en tout cas, j'ai entendu votre opinion. Évoluer. Ensuite, les lieux de culte. Est-ce que ce n'est pas aussi asphyxier justement les étudiants qui vivent quelque part, ils doivent pouvoir prier? Ou selon vous, il faut leur donner un site, enfin une salle de l'université pour qu'ils ne mettent pas construire un siège? Non, ce n'est pas une association privée qui doit aller construire ça sur le périmètre de l'université. Très bien, écoutez, c'est très clair. Là. Moi, je pense qu'il y a 1001 associations et organisations estudiantines à l'université. Imaginez-vous un seul instant que chaque association, chaque organisation, parce qu'on a concédé un périmètre à la FESI pour construire un bâtiment, se lève pour pouvoir bâtir son siège. Les lieux de culte ou bien les lieux de vie associative vont remplacer les amphithéâtres. Et c'est parce ce qu'il a dit, c'est très clair. Les autorités administratives ou les autorités de l'université peuvent concéder des bâtiments qui sont dans leur domaine à des organisations de façon provisoire pour pouvoir prier et autres. Très bien. Mais c'est ce que même les autres religions font. Chaque dimanche, il y a des endroits, des églises qui viennent utiliser des amphithéâtres. Pour moi, je voulais venir un peu sur mes solutions. Voilà, allons-y. Mais aujourd'hui, là, il faut une réforme. Je ne parle même pas de réforme de la FESI. Ce n'est même pas le droit du gouvernement. Le gouvernement doit pouvoir réformer la vie associative sur le campus, dans les lieux. S'il vous plaît, mais si on écoute Herman et ensuite vous aurez la parole. Non, c'est pas on écoute Herman, vous aurez la parole. Le cadre de la vie associative dans les lieux d'éducation, l'État doit pouvoir créer le cadre. Et chacun va rentrer dans... Élisée disait une chose pareille. Quelqu'un qui veut gérer une association qui a but des essais sur le campus ou bien dans les écoles ne peut pas avoir au-delà de 30 ans. Très bien. À l'université, aujourd'hui, à nos enfants, là, à 16 ans, ils ont le bac. Souvent même d'autres à 15 ans. Mais 15 ans après, ils sont encore à l'université et puis ils veulent être leader d'une association. Il faut pouvoir l'État peut pouvoir mettre ces gens de garde-fou là. Très bien. Pour que les organisations associatives rentrent dedans. Voici des solutions qui peuvent... On part directement aux solutions avec vous, honorable. Alors, il faut dire que d'un mal, nous devons tâcher d'en tirer un bien. Ce drame qui est arrivé est une occasion unique pour que notre gouvernement, notre administration décide enfin de quel type d'école ils veulent bâtir pour la Côte d'Ivoire. Que la justice fasse son travail, qu'elle fasse une enquête complète et qu'elle remonte à toutes les responsabilités au niveau pénal. Qu'au niveau administratif, les mesures conservatoires dont on a parlé, mais elles doivent s'appliquer aussi à l'administration. C'est-à-dire? Ah oui, il faut suspendre le DG du CROU, il faut suspendre le président de l'université, il faut suspendre le ministre de l'enseignement supérieur. Ça, c'est des mesures conservatoires. Selon vous? Oui, pour moi, c'est important. Pour que l'exemple vienne de là-haut. On ne peut pas se défausser seulement sur la FESI. Si vous avez laissé faire, là où il n'y a pas d'ordre, le désordre s'installe. Si ils ne sont pas en mesure de faire appliquer la loi, eh bien qu'ils démissionnent. Je ne peux pas comprendre que les enfants qu'on a mis à l'école
soient nos maîtres. C'est pas possible. De primaire jusqu'au secondaire, jusqu'à l'université, il n'y a plus aucune autorité. Donc, il faut restaurer l'autorité de l'enseignant. Il faut que l'État, cette fois-ci, aille au fond des choses et qu'on évite les mesures cosmétiques, aller chasser les étudiants des chambres occupées illégalement depuis 4 ans. En quoi ce sont des mesures cosmétiques? Mais c'est des mesures cosmétiques. Ça veut dire qu'on a profité d'un événement pour bander les muscles, alors que la loi, depuis 4 ans, interdisait que ces gens-là occupent ces cités-là au vu aussi de tout le monde. Ne fallait-il pas commencer un jour, peut-être? Oui, mais s'il n'y avait pas eu ce drame, ça n'aurait pas commencé. C'est ce que j'appelle les mesures cosmétiques. Très bien. En plus, en pleine année académique, il faut entourer un peu les mesures d'un peu d'humanisme. On est en pleine année académique. Ces enfants-là, près de 1200 enfants qu'on vient de jeter à la rue. À partir du moment où on a attendu 4 ans, on peut attendre 3 mois encore. Il fallait attendre 3 mois. Ah oui, on peut le faire. Pour qu'ils finissent leur année et puis vous agissez. A-t-il eu un visage humain, comme le demandait le président de la République? Oui, mais justement, le chef d'État m'a demandé que les mesures administratives tiennent compte d'un peu d'humanisme. Des gens qui viennent de l'intérieur du pays, qui n'ont aucun parent à Abidjan que vous jetez. Vous voyez les vidéos sur TikTok? Ces jeunes filles qui sont en train de pleurer dans les rues là, vous trouvez que c'est normal ça? Un État n'agit pas dans l'émotion. Si on a attendu 4 ans, on peut bien attendre 3 mois pour les vider de là. C'est la chose. Enfin, s'il y a une solution à prendre et que je peux donner, c'est de profiter de cette affaire, de ce drame-là, pour que l'université revienne maintenant à sa première fonction. Tout à l'heure, Herman parlait de cela. Quels que soient les motifs qui peuvent expliquer la présence d'un étudiant sur l'université, quelqu'un qui a 49 ans ne peut pas occuper une chambre d'université. Il devrait pouvoir logement ailleurs. Oui. Voilà. Donc, il faut que l'État revienne aux normes et que les lois qui régissent l'université soient appliquées. Que les associations étudiantes restent dans leur canevas, jouent leur rôle de défense des droits des étudiants. Il ne peut pas devenir commerçant, il ne peut pas devenir encaisseur d'impôts, il ne peut pas gérer l'université. Voilà ce que je voulais dire dessus. Pour l'instant, on reste sur ce point. Élisée Boloubeu, parlant de solutions. Moi, la première chose, on a la chance ce soir d'avoir un honorable sur le plateau. Je pense qu'il est prolixe en matière de proposition. C'est ça, proposition de loi, c'est comment vous appelez, non? En matière de proposition de loi, peut-être que je vais le souffler de proposer aussi à l'Assemblée nationale qu'une loi soit prise pour que désormais les politiques sortent de tout ce qui est association universitaire scolaire. Dès l'instant qu'un parti politique est reconnu avoir des accointances avec un syndicat sur l'université, ce parti doit être dénoncé devant la nation et pourquoi pas retirer son agrément et l'annuler. Parce que pour moi, je pense qu'on est arrivé... Élisée, ça m'intéresse ce point. Pourquoi est-ce que vous parlez de l'accointance des partis politiques? On est arrivé à cette situation-là parce que les partis politiques ont pris en otage l'université, l'enseignement supérieur et l'école. C'est ça le véritable problème. Tous ces éléments que vous voyez ont des ramifications et des attaches avec des acteurs politiques. Mais pourquoi justement, selon vous? Mais parce que les acteurs politiques savent que le monde universitaire aujourd'hui, c'est une force. Vous êtes dans un État, dans un pays où vous avez 77% de votre population qui a moins de 35 ans, donc qui est jeune. Et la grande partie est dans l'école et dans l'université, c'est-à-dire dans l'enseignement secondaire et dans l'université. C'est un vivier important. Donc quand on le contrôle, on a un bras séculier, comme la FESI, qui peut contrôler et maîtriser tout cet environnement, mais on préfère l'avoir avec soi. Et moi je dis aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas toujours compter sur la bonne foi. Les gens peuvent être animés de bonne foi et vouloir faire quelque chose. Mais très souvent, il est mieux que la bonne foi soit arrimée sur une loi. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait une proposition de loi dans ce sens, afin que les partis politiques soient extirpés de tout ce qui concerne l'école. Et de la même manière, on dit que l'école est laïque, l'école ne doit pas être apolitique. Il faut que ce soit une réalité. Et ça, il faut qu'il y ait une loi pour ça. Moi, j'estime qu'il faut une proposition de loi dessus. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, je vais terminer dessus. Deuxièmement, je pense qu'il faut qu'il y ait des assises au niveau national pour qu'on redéfinisse les valeurs qu'on veut pour nos sociétés. Bon, les EGENA ont déjà eu lieu. Non, je ne parle pas des EGENA. Les EGENA, c'est spécifique. Il y a des assises au niveau national. Des assises au niveau national de la jeunesse estudiantine, non. De toutes les couches de notre République, les forces de notre République, depuis les seniors jusqu'aux jeunes, qu'on ait des assises et qu'on redéfinisse les valeurs qu'on veut pour notre société. Parce qu'il faut qu'on brandisse des modèles à nos jeunes.
C'est quoi aujourd'hui un modèle? Est-ce qu'un modèle, c'est juste quelqu'un qui fanfaronne en Range Rover ou bien c'est juste quelqu'un qui passe à longueur de journée sur les plateaux en train de déverser de l'argent? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut pour notre jeunesse? Je pense qu'il faut qu'il y ait des assises où on définisse les valeurs vraiment qu'on veut pour notre République. C'est important. Parce que là, on est vraiment dans une société où on est en train d'aller vers des non-valeurs. Très bien. Et c'est pas important. Qui devrait porter ce projet, Élisée, selon vous? Ce projet doit être porté par le chef de l'État. Et je pense même qu'il avait même placé le truc, son Ivoirien nouveau. Cet Ivoirien nouveau-là, il faut qu'on le brandisse, qu'on le sorte. C'est quoi le profil de cet Ivoirien nouveau? Et que cet Ivoirien nouveau, on le cherche dans tous les secteurs d'activité qu'on arrive à mettre cet Ivoirien nouveau dans les secteurs. Je pense que c'est important. Marius Komoré, solution. Alors, si nous nous accordons à dire qu'il n'y a rien de plus utile que l'homme dans une société, je pense qu'il est temps que nos gouvernants reprennent véritablement leurs prérogatives, que leur concède la République, au fin d'instaurer dans notre système éducatif, depuis la maternelle, le primaire, le secondaire, jusqu'au supérieur, jusqu'à l'université, eh bien, une véritable réforme en profondeur, en nommant, bien évidemment, des gens qu'il faut à la tête des structures en charge de notre système éducatif. Très bien. Parce que pour l'heure, ce que nous voyons au CROU, là, ont échoué. Commission d'hébergement, direction de CROU, tout le monde a échoué. Le président de l'université, en vérité, et tous sont comme la FESI. Et tous fonctionnent comme la FESI. Et tous recherchent que de l'argent. Pour que notre école soit comme ça, il a fallu que tous ces gens-là soient trempés dans tout et du n'importe quoi. Il faut y mettre un terme. Très bien. Parce que si cela n'avait pas été fait hier, eh bien, beaucoup de ceux que nous gouvernons aujourd'hui n'auraient pas fait toutes ces études à l'étranger pour aujourd'hui venir montrer toutes leurs compétences au niveau local. Non, il est bien séant de repenser l'école. Il est bien séant d'y nommer les gens qu'il faut, qui ont véritablement une vision pour notre école. Sinon, pour l'heure, ce que nous constatons là, c'est tout, sauf une formation académique qu'on va accorder à une élite de demain. Daouda, solution. En tout cas, pour ma part, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même si le député utilise le mot cosmétique, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il parle de mesures cosmétiques. Oui, les mesures cosmétiques. Peut-être que c'est une mesure cosmétique, je ne sais pas, mais pour moi, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que la semaine dernière, sur ce plateau, je parlais des réformes encore. J'ai insisté sur la réforme. Mais finalement, j'ai comme à entendre les gens, l'observation des uns et des autres, j'ai comme l'impression qu'on veut une chose et en même temps, ils sont contraires. C'est-à-dire, Daouda? Tantôt, on ne doit pas dissoudre, tantôt, il faut qu'on réforme. Moi, je pense que déjà, le fait que la puissance publique est en train de mettre tout en œuvre déjà, ils n'ont pas dissous encore. Ils ont suspendu les activités à cause de l'instruction. C'est vrai qu'il est revenu sur le fait qu'au niveau de l'université, au niveau du procureur, il y a des mots qui se sont glissés, qui ne sont pas trop intéressants. Mais pour moi, il faut laisser le temps à la puissance publique de régler cette affaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour moi, je pense qu'il faut sortir tous les syndicats. C'est-à-dire? Je dis bien tous les syndicats, parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la FESI. Quand vous dites qu'il faut sortir, quel mot? Attention, les associations. La FESI, c'est un syndicat, non? Non, une association. OK. Donc, il faut les sortir, ça veut dire quoi? Il faut sortir toutes les associations. Les dissoudre? Eux tous. Non, les sorties, c'est les dissoudre. Il va réagir. Allez-y, Daouda. OK. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la FESI. Mais est-ce que vous savez qu'à Boaké et à Korogo, il y a une autre organisation qu'on appelle CESI qui utilise les mêmes pratiques que la FESI? Avons-nous les preuves? Je n'ai pas besoin de vous donner des preuves. C'est un fait de notoriété, Christelle. Si vous partez à Boaké ou à Korogo, vous allez le voir. Donc, c'est pour dire qu'il faut sortir toutes ces associations du système et revenir aux fondamentaux. Exactement. Qui sont lesquels, par exemple? Pour moi, aujourd'hui, il faut pouvoir mettre dans les universités, dans chaque amphithéâtre, dans chaque faculté, des délégués. Des délégués qui vont porter... Déjà, oui, dans la nouvelle réforme, en fait, il faut donner en fait une force à ces délégués-là, de sorte à ce que les étudiants eux-mêmes là puissent demander faire leurs revendications. Premier point. Pourquoi est-ce que oui. Allons-y, Daouda. OK. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis cela parce qu'aujourd'hui, chaque faculté a ses problèmes.
La faculté de médecine n'a pas le même projet que la faculté des lettres modernes ou la faculté de droit ou de criminaux. Donc il faut que chaque organisation au niveau de leur campus... Elles sont déléguées. Voilà, il faut que chacun soit indépendant pour demander, pour que de sorte qu'on puisse sortir ces On termine avec vous, honorable. Alors, on a quelques secondes, on termine. Élysée m'a suggéré de prendre une proposition de loi déposée au Parlement. Ça pourrait être une voie idéale, mais tel que fonctionne le Parlement, on ne peut même pas compter dessus. On ne va pas arriver à un débat. Le chef, mais j'ai déjà essayé. J'ai plein de textes au Parlement. Il a la parole. J'ai plein de textes au Parlement dont on ne sait pas quel est leur sort. Ne pas un nouveau débat, allons-y sur le point. Voilà. Je pense que, comme je l'ai dit, de ce mal-là, il faut tirer un bien. Le gouvernement, pas forcément par la loi, par le Parlement, peut prendre même un arrêté interministériel ou même une ordonnance du chef de l'État pour créer un régime juridique spécial pour les associations à l'université. Ça, c'est possible, ouais. Okay. Dans ce régime-là, vont être définies toutes les règles de fonctionnement d'une association à l'université. Tout simplement. À partir de ce moment-là, vous pouvez créer tout ce que vous voulez comme association. Tant que vous ne rentrez pas dans ce cadre-là, vous n'allez pas à l'université. Très bien. C'est comme ça qu'on va mettre des barrières à la dérive et qu'on va laisser des associations d'étudiants être plus fortes que l'État. C'est ce que je veux dire pour terminer. Très bien. Merci infiniment, honorable Assalé Tiemboko. Je rappelle que vous êtes député maire de Tia-Salé. Et justement, avec vous, nous parlions de cette thématique dissolution ou réforme de la FESI. Merci d'être venu donner vos différents points. Herman Aboua, merci. Élysée Boloubeu, merci d'être venu. Marius Komoé, Daouda Koulibaly, merci. On se retrouvera donc demain pour une autre émission du Grand Talk. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.